Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement envie de vous faire parce que on va dire les choses, on va poser les choses. Je pense que c'est ma petite saga de coup de cœur depuis le début de l'année. Je voulais simplement vous informer que pour les imaginales, je vais vous mettre un peu les petites planches ici. On a donc deux auteurs avec moi qui seront sur le stand. Donc Émilie sera là vendredi et samedi l'après-midi. Et Arnaud sera là vendredi, samedi et dimanche, quelques heures par jour. Moi, je serai là durant toute la période du festival. Et malheureusement, H. Pandal ne sera pas là pour les imaginales. Voilà, pour des intérêts qui lui sont propres. C'est une trilogie qui m'a vraiment extrêmement plu, qui est passionnante autant dans la manière dont c'est écrit, les thématiques qui en sortent et ce genre de choses, mais aussi le fait que ce livre en fait a une histoire. C'est tout un ensemble qui font que ça m'a profondément touchée. C'est un classique de la littérature d'imaginaire qui est une sorte de littérature ici qui est totalement inclassable, dans le sens que ce bouquin, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment de la fantasy, si c'est du fantastique, et dans quelle case le mettre, parce qu'en fait, il rentre dans aucune case, et je pense que c'est pour ça que ça m'a plu, c'est que il est inclassable, il est particulier, il est saugrenu, si je peux me permettre, et surtout, il est surréaliste d'une certaine manière. Aujourd'hui, je vous parle de la trilogie de Gormenstadt, donc la trilogie de Titus pour les intimes. Donc on a Titus d'Enfer, premier tome, coup de cœur pour ma part. Gormenstadt. Et ensuite Titus Errant. Alors vous allez voir une sacrée différence entre les tomes. Faut savoir que ces tomes-ci donc m'ont été envoyés par les éditions donc Christian Bourgois qui ont lancé leur nouvelle collection de l'imaginaire. Ils ouvrent leur collection de l'imaginaire avec Titus et c'est une série qui est particulière parce que c'est une série qui est totalement inachevée. Vous terminez Titus Errant en étant sur votre fin, ce qui est dit Titus Errant. Je vais peut-être vous en parler un peu plus dans ce compte rendu-ci parce que je vous ai pas encore fait de vidéo à ce sujet-ci, contrairement aux deux autres, mais c'est un texte qui est comme une sorte de base, comme une sorte de croquis de ce qu'aurait pu être l'histoire, et en même temps, il y a quand même une fin, voilà, mais tu sais très bien que c'est pas la fin qu'on attendait forcément. Alors de quoi ça parle Titus ? Titus d'Enfer, c'est l'histoire d'un jeune enfant qui va naître avec des yeux particuliers dans la famille d'Enfer, qui est une famille qui règne dans un château qui est totalement tentaculaire, avec des tours qui se mélangent. C'est cacophonique vraiment dans le récit. Et ce jeune Titus, sa naissance va bouleverser, on va dire, la famille d'Enfer parce que l'héritier mâle est enfin arrivé. Il a une sœur qui a 15 ans dans le premier tome qui s'appelle Fuchsia, une mère Fuchsia qui vit dans son grenier et qui s'invente un peu des vies, voilà, qui est assez particulière. Il a été enfanté par une mère qui préfère s'enfermer avec ses centaines de chats blancs, voilà, une femme très très grande, très imposante, et son père qui est donc le comte d'Enfer qui ne sort pas de sa bibliothèque. Et donc, ce premier tome, en fait, c'est juste la naissance de Titus et l'arrivée d'un personnage extrêmement important dans les deux premiers tomes, qui va être un peu le personnage négatif de ce roman-ci, un jeune arriviste qui va essayer de renverser le pouvoir d'une certaine manière. C'est l'histoire de la vie de Titus, si on doit résumer ça tout à fait correctement. Le premier tome, c'est un nourrisson, donc on est plus sur les autres personnages qui vont autant valdinguer entre donc ce personnage de Fuchsia qui a été mon personnage coup de cœur de la série, que des personnages un peu plus secondaires comme la nourrice qui pleurniche beaucoup, une vieille femme toute potelée qui a du mal à monter les escaliers et qui part toujours dans des grands discours éloquents sur en quoi tout le monde la méprise. On a donc le docteur Salprune, qui est le médecin du château, qui est là un peu comme une figure de père pour Fuchsia, et qui est là comme une sorte de conseiller. On a le maître des cuisines, on a Finlam, donc voilà, ce personnage très particulier qui est un jeune cuisinier à la base qui s'est enfui des cuisines pour monter littéralement dans l'échelle sociale. Et tous ces portraits de personnages font que tu as un récit merveilleux, extrêmement particulier dans ses descriptions, extrêmement drôle, et surtout, je pense que c'est une des seules trilogies qui m'aura fait autant rire, qui m'aura fait autant chialer, vraiment, et j'avais forcément envie de vous en parler parce que ça a été vraiment un coup de cœur pour ma part, et c'est vrai que quand j'ai terminé Titus Errant, j'avais un peu la boule au ventre, et j'étais extrêmement triste.
Alors, je vais pas les porter parce qu'ils sont assez lourds pour tout vous dire. Au-delà du fait que je trouve que le bouquin a une très belle charte graphique, ce que j'aime avec Christian Bourgois, c'est la praticité de lecture de leurs livres. Voilà, les grands formats sont bien pensés. C'est, comme je vous parlais, un livre qui est particulier. Un livre qui est particulier parce que déjà en France, il y a eu une première édition qui est sortie il y a quelques années, qui est quasiment plus disponible, et on a cette ressortie, voilà, avec des préfaces qui sont extrêmement riches dans les 2 premiers tomes, qui nous explique l'histoire de Mervyn Peake, parce que Mervyn Peake, c'est pas n'importe qui, Titus Errant, c'est pas n'importe quoi non plus. Ça a été un succès littéraire à l'époque où c'est sorti, et Mervyn Peake, je suis obligée de vous en parler en vous parlant du texte, parce que c'est surtout présent dans le tome 3, mais c'est un personnage important de l'histoire. C'est une des premières personnes qui est entrée dans les camps quand ça a été un petit peu ouvert, voilà, notamment le camp où il y a eu Anne Frank, par exemple, et qui a fait des photos de ces événements-ci. Je vous en parle parce qu'il y a une raison dans le texte, notamment dans le 3. Dans Titus Errant, il y a complètement une référence et on voit le traumatisme que ça a été pour l'auteur. Alors, Mervyn Peake, malheureusement pour lui, n'a pas continué son œuvre tout simplement parce qu'il est tombé gravement malade au niveau psychiatrique. Il a été enfermé pendant des années et on le voit dans le tome 3, toutes les inquiétudes, tous les traumatismes, vraiment, on voit les traumatismes et c'est un texte qui parle beaucoup de l'histoire, de l'héritage, du départ, du déracinement et aussi des camps. Mine de rien, dans le 3e tome, moi je pensais pas qu'on allait être confronté à ça, mais on a vraiment des images et c'est extrêmement touchant de voir en quoi cet homme était torturé, ça se sent vraiment dans ce 3e tome et c'est hyper touchant et c'est hyper triste. Et donc voilà, ça c'est un petit peu pour le contexte historique, mais à l'époque, vous avez Neil Gaiman dans la préface qui disait que lui, il l'a lu à une dizaine d'années, c'était quand même un best-seller, et ça a été beaucoup lu par les petits Anglais et les petits Américains, ça a été beaucoup moins lu chez nous en France, et c'est extrêmement dommage, sachant que je trouve que au niveau des jeux de mots, parce que c'est un texte qui est vraiment tourné sur l'humour, pince sans rire, les jeux de mots, les jeux sur les noms, la traduction est excellente parce que tous les noms des personnages ont des significations. Il y a un humour dans le texte qui est parfois au 3e degré, parfois c'est hyper, comment dire, c'est très noir parfois, ça pique là où ça pique et c'est réjouissant. Si tu aimes l'humour anglais un petit peu piquant, tu vas prendre ton pied parce qu'il y a une façon dont les personnages se moquent eux-mêmes des personnages et que l'écriture se moque des travers des personnages. Notamment, c'est dans le tome 2, Sale Prune a une sœur qui est une vieille fille, qui n'est pas connue pour être très 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 jolie, et tu vois qu'il galère avec sa sœur qui a des prétentions de trouver un mari, et elle va trouver ça chez les vieux universitaires tout dégueux qui n'ont jamais vu une femme de leur vie. Voilà, bon, c'est des scènes qui prêtent à rire, mais il y a un humour sous-jacent qui est hyper intéressant. Et surtout, c'est un texte qui, au-delà de son humour pince sans rire, va traiter de sujets vraiment vraiment tragique. Voilà, autant le tome 1, c'est vraiment un tome quasiment initiatique par rapport au personnage de Fuchsia, qui est la sœur de Titus, qu'on va découvrir sous un angle un peu de jeune fille qui va découvrir l'amour pour la première fois de sa vie, être confrontée à l'arrivée de son frère et ce que ça pose comme question dans elle en tant que femme et ce genre de choses. Et on va vite développer des questions sur le roman initiatique avec Titus, toutes les questions qui se posent lui vis-à-vis de son héritage. Et chaque personnage en fait a une thématique importante qui s'en dégage. Je vais pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ce texte comme je l'ai découvert, genre vraiment en mode je connaissais rien sur Titus et j'étais emportée par l'histoire. Mais il y a tellement des thématiques hyper touchantes, les relations frères-sœurs, les relations des personnages entre eux. Titus, il vit dans une famille où sa mère par exemple lui porte très peu d'attention. Et pourtant, ils l'aiment. Et ils ont une façon de s'exprimer. La fin du tome 2 est extrêmement déchirant sur ces questions-là. Moi, j'ai adoré le rapport entre Titus et Fuchsia, par exemple, pendant tout le texte. Et voilà, le rapport au père. Il y a beaucoup de mystères aussi. C'est un texte où il y a des choses où tu n'auras pas forcément des réponses. Et comme c'est inachevé, t'as forcément que des suppositions, mais il y a tellement de mystères, il y a une esthétique, alors au-delà de la plume, c'est qu'il y a une esthétique dans le texte, en termes de paysage. Voilà, c'est la première fois, je pense, de ma vie que j'ai cet effet visuel. Genre, j'ai vraiment l'impression que l'auteur me décrit des peintures. C'est peut-être pas le fait qu'il était photographe et que ça joue au niveau de ça, mais c'est tellement bien fait. Genre, le château, c'est un méandre de
tours d'escalier, et il y a des scènes en fait où même le château devient un personnage en soi, qui devient angoissant et en même temps protecteur. C'est vraiment vraiment hyper intéressant. On n'est pas que dans le château, il y a aussi une partie qui se passe, on va dire, à l'extérieur, mais que ça soit au niveau des costumes des personnages, du style esthétique des personnages. Là, vraiment, tout est pensé pour être des tableaux, pour être des œuvres, et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai adoré la façon dont c'était fait, et j'ai rarement lu un livre qui prêtait autant à l'esthétique et que ça soit fait de manière aussi poétique, aussi belle en termes de lecture. Vraiment, les mots sont choisis, sont travaillés. J'ai trouvé ça vraiment esthétique. Pour tout vous dire, Titus d'Enfer, genre cette saga-là, c'est la saga, je pense, chez tout éditeur ou auteur, on a toujours une saga qu'on aurait rêvé d'éditer, qu'on aurait rêvé d'écrire. Bah sincèrement, moi, j'aurais rêvé de pouvoir écrire un truc comme ça, tu vois. Vraiment, c'est un peu un goal, mais genre vraiment de se dire que c'est une pépite. Et ça fait longtemps que je n'ai pas lu des pépites. Je suis de plus en plus, on va dire, tatillonne sur mes lectures. Mais voilà, c'est une ambiance, c'est des sensations, des personnages. Ça parle au niveau de l'enfance, de l'adolescence, de la construction de soi. Et c'est, comme je vous dis, extrêmement drôle, mais extrêmement tragique. Sachez que vous avez un tome 1 où vous allez pleurer de rire, et un tome 2, le tome 2, mais d'une violence et d'une cruauté. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin, où j'étais en mode c'est pas possible, où on voit en fait qu'il y a des thématiques qui étaient abordées, tu vois, de façon plutôt sage au début du récit, et là ça tombe dans quelque chose quasiment d'horrifique et d'horrible, et vraiment par rapport au personnage, un personnage en particulier, les actes qu'il commet et tout, c'est d'une cruauté, d'une violence avec des personnages que tu suis en fait depuis longtemps, donc forcément t'as de l'attachement, même si par exemple tu prends les jumelles, donc qui sont les tantes, il me semble, de Titus, qui sont des espèces de mégères qui finissent des phrases l'une de l'autre et qui sont jalouses et tout. Au vu de ce qui se passe, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est vraiment, ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine, et c'est ça en fait, ce bouquin m'a fait passer par tellement d'émotions, et surtout, je trouve ce qui est assez hallucinant avec Mervyn Peake, c'est que il m'a fait aimer des personnages, mais comme j'ai adoré des personnages, mais il me les a fait détester la page d'après. Et vice versa. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'il a cette capacité, au-delà de raconter une histoire, de travailler la psychologie des personnages. En fait, Titus d'Enfer, en termes scénaristiques, c'est pas un roman à la fantaisie américaine où ça pète de partout avec une complexité. C'est l'histoire de la vie de Titus, où il y a des choses qui se passent, il y a une trame narrative qui se passe avec des complots. En fait, ce qui compte, c'est les personnages, c'est ce que ça raconte, les thématiques, et surtout c'est l'univers, l'espèce d'ambiance onirique et surtout farfelue. Genre, quand je l'ai commencé, et au fur et à mesure, je dis, mais c'est farfelu, c'est la façon, mais même au niveau des costumes, c'est tellement différent, tellement coloré, et en même temps, t'as ces murs de pierre blanche et ces idées qui fusent. Moi, je suis admirative là-dessus. Je vais avoir très peu de mauvaises choses à dire sur Titus, malheureusement, mais voilà, donc c'est vraiment un texte que je vous conseille pour ça, parce que ça a été un coup de cœur et ça n'arrive pas forcément tout le temps sur la chaîne, et que ce livre, en fait, pour moi, c'est un chef-d'œuvre dans le sens qu'il a un intérêt sur plein de points. C'est-à-dire que le livre est autant intéressant que le travail sur le livre, et surtout la façon de l'histoire autour du livre est passionnante. Et c'est un livre qui est tellement plein de mystères. Tu ne liras jamais un univers comme Titus. C'est pas possible. Il n'y a pas d'autre univers comme Titus d'Enfer dans cette ambiance-ci. Et ce qui fait, dans l'imaginaire, il est hyper à contre-courant, hein, parce que je crois que c'est un texte qui est sorti dans les années 50. Mervyn Peake, il est né en 1910. Et donc, ce qui fait que quand tu compares par rapport au texte de l'époque, c'est une nébuleuse, et c'est rafraîchissant en termes de thèmes, en termes d'idées, et vraiment ça emprunte à la littérature anglaise, je trouve, par rapport au style assez fourni et à l'humour et ce genre de choses. Et en même temps, t'as ces tragédies un peu shakespeariennes que tu retrouves, mais en même temps c'est tellement original. Et dans le tome 3, le plus accentué dans cette chronique sur le tome 3, parce que c'est celui dont je vous ai pas parlé, et surtout il est hyper particulier par rapport aux autres, c'est que on se rend compte que Gormenstadt, donc le pays, c'est un pays qui ça questionne la question du fictif, la question du temps. Titus va se retrouver dans une société beaucoup plus moderne, à l'âge d'une vingtaine d'années, et où personne ne croit à l'existence de Gormenstadt après tout ce qui s'est passé.
Et donc lui, il va passer pour un fou. Et surtout, il vient quasiment d'une autre époque, avec d'autres normes sociales, et va devoir échapper un petit peu à ça, et il va faire la rencontre de personnages qui sont eux-mêmes aux prises avec d'autres choses. Et ce tome, en fait, c'est vraiment le roman d'apprentissage de base. C'est-à-dire que dans le premier, on suit plutôt Fuchsia, son statut entre femmes, la découverte du récit. Le tome 2, vraiment le roman initiatique, voilà, de Titus qui grandit par rapport à l'école, par rapport à ses parents, par rapport à lui-même, qui il est, ce genre de choses. Et le tome 3, c'est Titus par rapport aux femmes. Je tiens à l'envers. Le gros sujet, c'est vraiment le Titus par rapport à l'amour. Et je suis extrêmement surprise de la manière dont ça a abordé. Alors, ce tome 3, en fait, les chapitres sont beaucoup plus courts et ce genre de choses. Pour moi, t'as vraiment l'impression que c'est plus, même au niveau de la langue et tout, une sorte de squelette de ce qu'aurait pu être un tome un peu plus développé comme les précédents. Mais Titus va se retrouver donc perdu au milieu de cette société un petit peu moderne, va faire la rencontre d'un personnage qui est particulier, voilà, qui est avec des animaux. Il y a vraiment aussi là des personnages qui sortent de l'ordinaire, voilà, en termes de costumes et tout. Et va faire la rencontre de Junon. Junon, c'est une femme mature, elle a une quarantaine d'années, Titus en a 20, et ils vont tomber amoureux, et Titus va apprendre au fur et à mesure, va faire d'autres rencontres au fur et à mesure, et ça va lui jouer des mauvais tours. Le seul truc que j'aurais pu reprocher à cette série, c'est le fait de la compétition entre les femmes. C'est une autre époque, voilà, c'est un homme qui écrit sur des femmes, mais bon, on est quand même dans les années 50, donc voilà, faut pas non plus... faut remettre un peu dans le contexte, voilà, ça me chatouillait un peu, mais en fait, c'est tellement, genre, vraiment, on parle d'amour entre une femme plus âgée et un jeune homme, genre, et que ça pose pas forcément, genre, le personnage féminin se pose la question à un moment, mais c'est pas du tout une Titus, il a pas de problème avec ça. Et ce texte-ci, alors pareil, on retrouve la cruauté des personnages, on retrouve là, il y a tout un truc autour du théâtre, de la machinerie, et Titus qui se retrouve à se demander est-ce qu'il a pris la bonne décision ou pas. Et quand tu lis la fin m'a déchiré le cœur aussi. À chaque fois, les fins me tuent. J'étais en mode, ok, je comprends, tu sais, mais t'es en mode, j'avais envie que le personnage prenne une autre décision. Mais vraiment, c'est assez intéressant pour ça. Là, ça questionne vraiment le rapport au fictif, le rapport à l'amour, et aussi le fait de grandir. Et ce que j'ai aimé aussi, bizarrement, c'est que les hommes sont pas trop toxiques dans le roman. Voilà, c'est parce que souvent quand on aborde les sujets de l'amour à cette époque-ci, ça peut vite tomber. Mais là, pas du tout. Et vraiment, il y a une cruauté qui est dégagée du récit où ça te fait mal, en fait, toi en tant que lecteur, parce que tu connais l'histoire de Titus, tu connaissais les personnages et tout. Et quand tu vois comment ça se déroule, c'est horrible et c'est tellement frustrant en fait, c'est ça je pense que, mais ça c'est un point négatif, je le savais déjà quand j'allais commencer la lecture, c'est tellement frustrant déjà de pas avoir un tome qui à la hauteur on va dire du travail, du soin des personnages ou du soin de la langue comme dans les deux précédents, mais surtout quand t'as une fin comme ça, en fait t'avais envie de continuer à suivre Titus. Et tu l'auras jamais, la suite, tu ne l'auras jamais. Et c'est hyper frustrant, mais ce qu'on dit souvent, c'est jamais l'arrivée qui compte, c'est le voyage. Et là, vraiment, c'est l'exemple même si c'est pas terminé. Franchement, ça vaut le détour. Parce que ça, c'est un peu la promesse que je peux vous faire, c'est que je pense que vous n'aurez jamais lu quelque chose comme Titus d'Enfer. Je pense que vous êtes un gros lecteur d'imaginaire, ça peut totalement vous plaire parce que ça casse totalement tout ce que vous avez lu avant. Voilà, si vous aimez les langues riches et ce genre de choses, faut pas vous attendre à une action de fou. Il y a des moments épiques dans le récit, mais c'est vraiment plus du travail de personnage, de l'aventure et vraiment des barres de rire. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas autant ri dans un livre, mais voilà, j'avais forcément envie de vous en parler sans vous spoiler parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette saga, sur les thèmes, mais il y a un attachement aux personnages où sincèrement, les personnages comme Fuchsia, la mère de Titus, Salprune, Titus lui-même, ou même d'autres personnages, j'ai rarement eu un attachement comme ça. Et en termes de fantasy, pour ceux qui se questionnent, parce que en fait, c'est un peu réaliste, mais il n'y a pas tellement de magie. On tourne souvent autour soit des mystères, soit des choses qui tournaient un peu autour de la magie, mais surtout sur les créatures. Il y a beaucoup de comparaisons avec des fées, des elfes ou ce genre de choses qui sont un peu en sous-texte. Mais en fait, c'est le monde dans lequel vit Titus est tellement extraordinaire que tu le ressens, le côté imaginaire, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de magie. Voilà. Et c'est ce qui en fait tout l'équilibre. Il y a tellement il y a une esthétique
qui est tellement hallucinante. Genre vraiment, je sais qu'il y a une adaptation qui a été faite par la BBC et il faut que je la regarde parce qu'en plus il y a Christopher Lee, je crois, qui joue dedans. J'ai hâte de voir comment ils l'ont rendu parce que franchement, Titus d'Enfer en film ou en série, ça doit être extraordinaire tellement c'est visuel comme roman et tellement c'est beau. Et c'est beau dans la forme et dans le fond. Et ça arrive quand même assez peu. Et c'est cruel. Et c'est beau. C'est tellement cruel que ça en devient beau aussi. Et je pense que ça va toucher des cordes sensibles à chacun parce que ça parle vraiment de sujets qui sont extrêmement humains et ça va remuer beaucoup de choses. Donc voilà, je sais que j'ai eu pas mal de gens qui ont commencé à lire Titus suite à la chronique et qui aiment beaucoup ce premier tome. C'est particulier, mais c'est, je trouve, ce qui fait que c'est une perle et qu'il ne faudrait pas passer à côté parce que franchement, c'était extraordinaire. Moi, j'ai adoré. Et comme je vous dis, les seuls points un petit peu que j'aurais pu mettre en sous-texte, c'est que dans la première partie du tome 2, il y a quand même pas mal de longueur. Voilà, c'est pas un texte pour les lecteurs qui ont besoin d'une trame où ça va vite et ce genre de choses. Parfois, ça se perd dans la trame et tout. Mais ça fait partie aussi du truc un peu nébuleux du texte. Et surtout la frustration et ce tome 3 qui est sympa, mais est bien en dessous. Tu le sens parce que il n'est pas forcément extrêmement travaillé. Et vraiment, le tome 3, c'est la vision des femmes. Genre, il y a certains portraits de femmes qui sont assez particuliers. La concurrence voilà, qui est faite entre eux. Ou voilà, moi, c'est pas des thèmes qui me plaisent particulièrement, mais c'est des choses qu'il faut remettre dans son contexte. Et en même temps, le tome 3, c'est hyper frustrant parce qu'il y a un personnage mystérieux. Et moi, j'ai des doutes sur qui c'est. Et j'aurais pas la réponse. Je suis en mode, putain, c'est pas possible. Tu pourras te faire des petites élucubrations, voilà, pour savoir qui est qui et machin et tout. Mais franchement, ce tome 3, il est très cool aussi. Je m'attendais pas du tout à ce que ça parle de ça et que ce soit autant tourné sur Titus et son rapport aux femmes et Titus et sa quête dans ce monde moderne dans lequel, en fait, qu'il a toujours souhaité rejoindre, qu'il a toujours voulu quitter son pays et en fait se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte chez autrui et en même temps voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus surprenant que ça, mais c'est assez touchant et je vais arrêter là parce que sinon je vais parler de Titus encore 20 ans, mais extraordinaire. Mais si vous voulez vous aventurer dans une trilogie qui est hyper originale, hyper loufoque et hyper spectaculaire en termes d'ambiance et de visuel, je vous conseille cette saga parce que franchement, quand j'ai lu La Plume de Mervyn Peake, je me suis dit mais on est tous très mauvais en tant qu'écrivains. Voilà, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent actuellement qui vont se prendre une claque dans la gueule parce que vraiment, La Plume, elle est extraordinaire. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga, si vous me conseillez, bien sûr, des livres comme d'habitude. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.